Partie 1. Les silences d'une introduction voix off. Ton intime est troublant, il y a des regards qu'on oublie. Dame geste, décor, des promesses qui se dissolvent dans le temps. Et puis, il y a ceux qui vous marquent à jamais, qui vous hantent. Voici l'histoire d'Anna ou peut-être la vôtre. La pluie tombait comme un rideau discret sur les vitres du train. Paris disparaissait peu à peu derrière elle, flou, irréel, comme une ville rêvée que l'on quitte, sans vraiment y croire. Anna fixait le reflet de son propre visage dans la vitre, mais ce n'était pas elle qu'elle voyait. C'était une version d'elle-même, en suspens, entre deux mondes. La femme qu'elle avait été et celle qu'elle ne connaissait pas. Encore, son manteau noir tombait avec une élégance simple sur ses jambes croisées. Une boucle de cheveux sombres glissait lentement de derrière son oreille. Elle avait cette manière de bouger qui n'était pas étudiée, mais naturelle, subtilement maîtrisée, comme si chaque geste portait une intention secrète. Elle partait. Pour Arles, une ville qu'elle ne connaissait que de nom. Elle n'avait rien dit à personne. Pas même à Étienne, son mari. Surtout pas à lui. Dans son sac, une lettre non ouverte. Une écriture qu'elle reconnaissait, mais qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 8 ans. Une seule phrase griffonnée sur l'enveloppe, « Je n'ai jamais cessé d'attendre ». Le train ralentit. Arles se dessine entre les gouttes, ocre et silence. Elle descend sans précipitation, comme si elle était attendue. Et c'est le cas. L'hôtel est discret. Une bâtisse ancienne, à la façade couverte de lierre, comme un secret protégé. À la réception, on lui remet une clé sans même lui demander son nom. Chambre 27. Deuxième étage, au fond du couloir. Elle entre. Une pièce sobre, élégante, presque vide. Sur la table basse, un carnet noir. Rien d'écrit. Juste une page marquée, écrit seulement quand tu n'arrives plus à penser. Elle frôle le cuir du bout des doigts, puis referme le carnet. Le miroir au mur reflète la douceur de sa nuque lorsqu'elle détache ses cheveux. Un détail presque invisible, mais qui fait tout vaciller. Elle ne sait pas encore pourquoi elle est revenue. Ou plutôt, elle le sait trop bien, mais refuse de se l'avouer. L'après-midi tombe. Elle sort, marche dans les ruelles, croise des visages inconnus, mais tout semble la reconnaître, ou la deviner. Une silhouette trop droite, trop calme. Un secret qui marche. Et puis, il y a lui. Il apparaît au coin d'un café, assis seul, lisant un livre qu'il ne regarde pas. Grand, fin, la chemise entr'ouverte malgré le vent, une cicatrice fine au coin des lèvres. Un fantôme du passé, revenu trop réel. Il ne lève pas les yeux tout de suite, comme s'il savait déjà qu'elle était là. Puis il tourne doucement la tête et leurs regards se croisent. Ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation. Anna s'arrête. Il se lève. Aucun mot n'est échangé. Juste ce silence qui dit tout. Ils marchent sans se parler, côte à côte, jusqu'au Rhône. Il y a des gestes qu'on n'oublie pas. La façon dont il allume une cigarette. La manière qu'il a de l'observer sans assister. Son prénom dans sa gorge qu'il ne prononce pas. Elle ferme les yeux un instant. Et tout recommence. Partie 2. Les silences d'Anaïs sont restés là, au bord du Rhône, sans parler, les yeux fixés sur l'eau lente qui glissait entre les berges. L'air portait encore les effluves mouillés de la pluie, mais Anna ne sentait rien. Ni le froid, ni le vent. Rien d'autre que la présence de cet homme à ses côtés. L'homme qu'elle avait fui, l'homme qu'elle avait aimé. Léon. Il ne bougeait pas. Il semblait absorbé par le fleuve, comme si chaque remous racontait quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. Sa main effleurait parfois la sienne sans la toucher. Une tension presque imperceptible, mais brûlante. Elle ne savait pas quoi dire. Il ne lui demandait rien. Et c'était cela, le plus troublant. Ils ont fini par marcher, lentement, comme deux étrangers à qui l'on aurait confié un secret commun. Les pavés d'Arles résonnaient doucement sous leurs pas. La lumière du soir dessinait de longues ombres dorées sur les murs des vieilles maisons. Chaque ruelle semblait une invitation à se perdre. Ils se sont arrêtés devant une porte bleue, usée, marquée par le temps. Léon a sorti une clé, entr'ouvert. Il s'est tourné vers elle. Il ne lui a pas dit entre. Il l'a simplement regardée. Et elle est entrée. L'appartement baignait dans une lumière chaude. Dames livres partout. Dames toiles inachevées contre les murs. L'odeur de l'encre, du bois sec, du thé noir qu'il préparait toujours sans sucre. Rien n'avait changé. Ou peut-être que si.
Tout était plus silencieux, plus chargé. Anna a laissé glisser son manteau sur le dossier d'un fauteuil. Elle n'a pas croisé son regard tout de suite. Elle ne voulait pas encore s'y perdre. Léon lui a tendu une tasse. Leurs doigts se sont frôlés. Un frisson, subtil mais présent. Elle a bu sans un mot. Il s'est assis près de la fenêtre, a allumé une cigarette et a dit enfin, d'une voix calme, presque absente: « Tu es revenu. » Elle n'a pas répondu. Elle s'est assise face à lui, a croisé les jambes. Son regard s'est posé sur ses mains qu'elle avait connues autrefois, qu'elle avait dessinées 1000 fois dans sa mémoire. Elle tremblait à peine. Il l'a observée longuement, comme on regarde une œuvre volée qu'on retrouve soudain, trop tard. Ses yeux étaient pleins de questions, mais il ne les posait pas. Et c'est ce silence-là qui la troublait. Elle a fini par parler. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette lettre? Il a souri, doucement, sans joie. Parce que je n'ai jamais cessé de t'écrire. Elle a cligné des yeux, déroutée. Mais je n'ai rien reçu. Il a pris une gorgée de vin, levé les yeux vers elle. Ce n'est pas moi qui ai arrêté d'écrire. C'est toi qui as cessé de lire. Elle s'est levée, troublée, et s'est approchée d'un tableau inachevé. Un visage flou, le sien, ou ce qu'il restait d'elle dans sa mémoire. Elle a tendu la main, sans toucher, puis elle s'est retournée. Il s'était levé lui aussi, plus proche maintenant, trop proche. Le silence entre eux n'était plus paisible. Il vibrait, il menaçait de se rompre, et dans son regard, elle a vu ce qu'elle refusait de voir depuis 8 ans: le désir, le vrai. Pas celui des corps, mais celui des âmes qui se reconnaissent et qui s'attirent malgré tout. Elle aurait dû partir. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, immobile, à quelques centimètres de lui, ses lèvres entr'ouvertes, son souffle court. Léon n'a pas bougé, mais son regard parlait. Et ce qu'il disait, c'était tout ce qu'elle redoutait, ou espérait. Partie 3. Les silences d'Anna. Le lendemain, le soleil d'Arles filtrait à travers les volets entr'ouverts. Anna était allongée sur le lit d'hôtel, toujours habillée, incapable de dormir. Son regard fixait le plafond, mais elle voyait autre chose. Le passé, les gestes qu'elle pensait avoir oubliés, les silences qui hurlaient. Elle s'était éloignée de Léon à temps, ou presque. La nuit précédente n'avait été qu'un souffle suspendu, pas un baiser, pas une caresse. Juste cette proximité douloureuse, où chaque centimètre d'écart est une provocation. Ce moment où l'on se retient encore, où l'on n'a pas encore trahi mais où le cœur, lui, a déjà cédé. Elle se leva, marcha pieds nus sur le parquet froid. Son corps avait cette lenteur particulière des femmes qui cachent le tumulte à l'intérieur. Une élégance grave. Dans le miroir de la salle de bain, elle vit ses propres yeux dilatés, fatigués, mais vivants. Trop vivants. Comme si quelque chose qu'elle avait anesthésié depuis des années recommençait à respirer. Elle décida de sortir. Dans la ville, tout semblait plus intense. Les murs, les sons, les parfums, tout résonnait différemment, comme si l'espace lui-même se souvenait de quelque chose. Léon l'attendait à l'atelier. Il ne lui avait pas demandé de venir, mais elle savait. Elle savait qu'il serait là, et il y était. Il peignait, dos à la porte. Concentrée, elle l'observa en silence, les mouvements de ses bras, la tension dans ses épaules. Chaque geste révélait quelque chose d'inavoué. Puis il se retourna. Leurs regards se croisèrent à nouveau comme une vieille habitude qu'on reprend sans y penser. Il ne dit rien, elle non plus. Elle s'approcha lentement de la toile. C'était elle, mais pas elle. Une version d'elle rêvée, inachevée. D'âmes ombres sur le visage, des vides là où il aurait dû y avoir des détails, comme s'il peignait son absence. Il murmura enfin, presque sans voix: Tu n'étais pas censé revenir. Elle répondit sans le regarder: Je sais. Puis elle ajouta, plus bas: Et toi, tu n'étais pas censé m'attendre. Il sourit tristement. Je n'ai pas su faire autre chose. Ils restèrent là, face à la toile, sans bouger. Les battements de leur cœur faisaient presque du bruit dans le silence. Anna posa enfin la main sur le cadre et dit, par la fin. Mais il secoua la tête. Il n'y a pas de fin. Pas tant que tu es là. Et dans cette phrase, elle sentit tout le poids des années. D'âme regret, d'âme possible étouffée. Mais aussi, cette faille encore ouverte. Cette attente qui n'avait pas cessé.
C'était à intégrer subtilement ici. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Plus tard, ils ont marché ensemble jusqu'à la vieille gare, un endroit qu'ils aimaient autrefois. Léon s'est assis sur un banc, Anna est restée debout, les bras croisés. Tu vises toujours avec lui? Demanda-t-il finalement. Elle hésita. J'habite encore la même maison. Ce n'était pas une réponse, c'était une esquive. Léon soupira, regarda au loin. Est-ce ce qu'il sait que tu es ici? Elle secoua la tête. Je n'ai pas menti. Je n'ai simplement rien dit. Il la regarda enfin, longuement. Et si tu restais? Elle sentit son estomac se serrer. Je ne suis pas sûre d'être encore capable d'aimer. Il se leva, s'approcha, doucement. Et dans un geste à peine visible, il posa sa main contre sa joue. Moi non plus. Mais on pourrait réapprendre. Elle ferma les yeux, et une larme glissa, pas à cause de la douleur, mais à cause du vertige. Le vertige d'impossible encore là. Partie 4. Les silences d'Anna. La nuit était tombée tôt. Arles semblait s'être refermée sur elle-même, comme un secret jalousement gardé. Anna marchait seule, son manteau serré autour d'elle, le cœur en désordre. Le vent lui parlait comme un souvenir qu'elle avait trop longtemps ignoré. Il lui rappelait que certains départs laissent des traces qu'aucun retour ne peut effacer. Elle ne retourna pas immédiatement à l'hôtel. Elle marcha longtemps dans les rues désertes, traversant les ombres, frôlant les murs, s'égarant. Volontairement, elle ne cherchait pas un lieu, elle cherchait un état, un moment, celui où elle cesserait de fuir ce qu'elle ressentait. Quand elle rentra enfin, la chambre était froide, vide. Et pourtant, tout en elle était brûlant. Ses pensées, son ventre, sa peau, sa mémoire. Elle se déshabilla lentement, comme si le tissu portait encore trop d'histoire. Chaque bouton défait était un souvenir exhumé. Elle s'allongea, nue sous les draps, le visage tourné vers la fenêtre. Et elle pensa à Léon, à son silence, à cette façon qu'il avait de la regarder sans jamais la juger, à cette intensité qu'elle n'avait retrouvée chez aucun autre. Elle ne dormit pas. Elle rêva les yeux ouverts. Le matin suivant, elle se rendit à la librairie où elle savait qu'il passait parfois ses après-midi. Une petite boutique au coin d'une rue, avec des étagères tordues et une odeur de papier ancien. Le libraire, un vieil homme au geste mesuré, la salua d'un signe de tête. Il ne lui posa aucune question. Il comprenait à sa manière. Au fond de la pièce, Léon lisait, ou feignait de lire. Quand il leva les yeux, elle crut y voir une tempête. Discrète, maîtrisée, mais prête à tout renverser. Elle s'assit en face de lui, sans un mot. Il referma le livre, lentement. Elle vit ses mains trembler. Il tenta un sourire. « Tu as changé », dit-il. Elle répondit sans détourner les yeux. Pas assez, visiblement. Un silence. Puis il ajouta « Tu me fais encore mal ». Elle hocha la tête, doucement. « Je sais. Moi aussi. » Ils sortirent ensemble, marchèrent jusqu'à la place de la République. Il l'observait en silence. Elle semblait différente, plus forte, mais plus fragile aussi, d'une autre manière, comme si elle avait reconstruit des murs autour d'un cœur encore vivant. Ils s'arrêtèrent devant la fontaine. Léon lui prit la main. Ce fut un geste simple, sans intention apparente, mais leurs paumes semblaient se reconnaître, comme si elle portait encore la mémoire du passé. Elle ne retira pas sa main. Le soir venu, ils partagèrent un repas dans un petit restaurant sans prétention. La lumière était douce, le vin coulait lentement, les mots étaient rares, mais chaque silence était chargé. Et lui? Demanda-t-il finalement. Elle ne répondit pas tout de suite. Il croit me connaître, mais il ne sait rien de ce que je suis devenue. Et toi? Tu sais. Elle releva les yeux. J'apprends. Chaque jour. Il sourit. Et moi, j'apprends à oublier. Elle baissa le regard, soudain fragile. Puis, sans prévenir, elle tendit la main et posa ses doigts sur sa joue. Un geste tendre, chargé de tout ce qu'elle ne disait pas. Il ferma les yeux sous ce contact. Et quelque chose en eux céda. Ce n'était pas un baiser, c'était ce qui vient avant. Ce moment rare, suspendu, où deux êtres savent qu'ils sont à une respiration de la chute. Mais personne ne tombe encore. Ils quittèrent le restaurant, marchèrent dans les rues devenues désertes. Les pas résonnaient, les cœurs aussi.
Devant l'autel, elle s'arrêta. Il s'arrêta aussi. Elle posa les yeux sur la poignée de la porte, puis sur lui. « Tu veux monter ?» Il ne répondit pas, mais il la suivit. Dans la chambre, ils restèrent debout, face à face, incapables de faire le moindre geste, parce que le désir, parfois, est plus violent dans l'attente que dans l'acte. Et cette attente-là les consumait. Partie 5. Les silences d'Anna, il ne l'a pas touché. Pas encore. Il est resté là, dans cette chambre silencieuse, entouré de lumière tamisée et d'air dense. Le genre de silence qui précède quelque chose d'irréversible. Anna, debout près de la fenêtre entr'ouverte, semblait chercher de l'air alors qu'elle manquait de repères. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur d'elle-même. Elle ne savait pas si elle l'aimait encore, ou si elle aimait ce qu'il représentait, cette part d'elle qu'elle avait abandonnée pour survivre, pour devenir quelqu'un d'acceptable, de stable, de marié. Elle s'assit sur le bord du lit, sans croiser son regard. Léon, lui, restait près de la porte, figé, comme si entrer vraiment, c'était trahir quelque chose, ou confirmer ce qu'ils savaient tous les deux, que ce n'était pas un simple retour, c'était un glissement, vers un point de non-retour. Il murmura « On ne devrait pas ». Elle répondit, sans détourner les yeux, « Mais on va le faire quand même ». Il s'approcha enfin, lentement. Chaque pas semblait le rapprocher de quelque chose de trop grand, trop vieux, trop réel. Quand il fut assez proche, il tendit la main vers elle, pas pour l'embrasser, juste pour frôler ses cheveux, les remettre derrière son oreille. Un geste infiniment tendre et chargé de souvenirs. Elle ferma les yeux. Elle aurait pu pleurer, mais elle n'en avait plus la force. Il s'assit à côté d'elle. Le lit grinça légèrement. Leurs épaules se touchèrent. Il ne fit rien d'autre. Et c'est ça qui la bouleversa. Ils restèrent ainsi longtemps, corps tendu, peau électrisée, cœur au bord de l'implosion. Et puis, sans un mot, elle posa sa tête contre son épaule. Il posa sa main sur sa cuisse. Un contact simple, mais qui brûlait. Elle murmura « Tu n'as jamais cessé de me manquer ». Il ferma les yeux. « Et toi, tu m'as toujours empêché d'aimer quelqu'un d'autre ». Le silence qui suivit était plus éloquent. Quand il partit, il était 3 heures du matin. Il ne l'avait pas embrassée. Il ne s'était pas déshabillé. Il s'était seulement retrouvé dans ce qui les unissait le plus profondément, le manque, l'attente, le désir de ce qui ne s'accomplit jamais complètement. Le lendemain, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Je suis à Arles. Tu pensais que je ne le saurais pas, Étienne ?» Son cœur se figea. Elle relut le message plusieurs fois, sans comprendre tout de suite ce que cela voulait dire. Puis elle vit, il était là. Lui aussi, son mari, l'homme qui n'avait jamais su vraiment la regarder, mais qui, soudain, savait où elle était, et avec qui. Elle sentit la panique monter, mais aussi une étrange clarté. Tout ce qu'elle avait tenté de maintenir à distance allait lui exploser au visage. Elle sortit de l'hôtel précipitamment. Arles n'avait jamais semblé aussi étroite. Elle chercha Léon. Elle le trouva dans l'atelier, penché sur une toile qu'il détruisait à coups de pinceau frénétique. Quand il leva les yeux, elle vit qu'il savait. Il s'approcha d'elle, inquiet. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Elle lui montra le message. Il pâlit légèrement, puis reprit son calme. « Il t'a suivi, ou quelqu'un lui a parlé ?» Elle sentit son estomac se nouer. Léon serra les mâchoires. « Il va venir ici. » Elle acquiesça, murmura presque « Et il n'est pas comme toi. » Un silence. « Léon, » répondit, la voix rauque, « je ne l'ai jamais été. » Elle ne savait plus si c'était une promesse ou un regret. Mais ce qu'elle savait, c'est que tout allait changer. Partie 6. Les silences d'Anna. La lumière d'Arles avait changé. Elle n'était plus douce. Elle semblait crue, tranchante, comme si la vérité, elle aussi, décidait de sortir de l'ombre. Anna n'avait pas dormi. Elle était restée assise sur le rebord du lit, fixant la rue déserte depuis la fenêtre. Ses pensées tournaient en boucle comme un disque rayé. Étienne était là, et il savait, ou il devinait, ce qui, peut-être, était pire encore. Elle avait tenté de l'aimer, pendant des années. Elle avait construit une vie entière sur cette tentative. Une maison, une routine, un mariage sans éclat, mais sans cri non plus. Une paix glacée. Mais Léon avait toujours été l'interdit, l'oubli impossible. Et maintenant, les deux mondes se faisaient face, s'enfilaient.
Elle sortit à la première heure. Arles était encore humide du matin. Elle marcha vite, le cœur battant, l'air lui semblait lourd, chargé d'une électricité invisible. Elle trouva Léon dans la petite cour derrière l'atelier. Il fumait, assis sur un muret, la chemise froissée, les yeux rougis. Il avait cette beauté fatiguée des hommes qui portent leurs cicatrices à l'intérieur. Elle ne dit rien. Il l'avait entendu arriver. Il ne se retourna pas. Je l'ai vu, dit-il simplement. Elle s'approcha, se figea derrière lui. Où? Dans la rue. Ce matin. Il me regardait. Il savait. Un silence tendu. Il ne m'a jamais regardé comme ça, même quand je l'ai quitté une première fois. Léon jeta la cigarette, se retourna lentement. Son visage n'exprimait pas la peur, mais une forme grave de lucidité. Il ne veut pas te comprendre. Il veut te garder. Elle le savait. Étienne ne demandait pas d'explication. Il exigeait la présence, le contrôle. Et dans son silence poli se cachait une violence douce, mais réelle. Il peut devenir cruel, murmura-t-elle. Léon la fixa. Moi aussi, mais jamais avec toi. Elle sentit un frisson, pas de peur, de reconnaissance. Il tendit la main vers elle. Elle s'approcha, posa sa paume contre la sienne. Une encre. Un serment muet. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, une silhouette apparut au bout de la rue. Étienne. Il s'approchait lentement, droit, vêtu d'un long manteau sombre, l'air calme. Trop calme. Léon se redressa. Anna se recula. Légèrement, le souffle court. Étienne s'arrêta à quelques mètres. Il posa son regard sur elle, puis sur Léon, et dit d'une voix posée, « Alors, c'est ici que tu disparais. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ne criait pas. Il n'était pas violent. Il était pire, parfaitement lucide. Léon resta immobile. Un silence de pierre. Étienne continua. Tu t'es enfuie une première fois. Tu es revenue. Et maintenant, tu veux redevenir celle que tu étais avec lui? Tu penses que tu peux simplement effacer tout le reste? Anna ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Étienne s'approcha d'un pas. Trop près. Son regard était fixe. Elle sentit la colère froide, méthodique, dans chaque syllabe. Tu ne me regardes même plus. Depuis des mois. Et lui, il tourna la tête vers Léon. Lui, il te regarde comme si tu étais encore vivante. Et là, Léon bougea. Juste un pas agressif, protecteur, présent. Étienne le vit, et sourit. Je pourrais te détruire, lentement, avec élégance. Il parlait à Léon, mais c'est Anna qui tremblait. Elle s'interposa enfin, son corps entre eux, ses mains levées. Arrête. Étienne la regarda. Son visage se durcit. Tu choisis. Maintenant, elle sentit un vertige. Léon murmura. Ne choisis pas pour moi. Choisis pour toi. Et dans cette phrase, elle comprit. Elle tourna le dos à Étienne. Elle prit la main de Léon. Elle ne dit rien, mais c'était une réponse. Étienne recula, lentement, sans mots, mais son regard promettait autre chose. Il n'avait pas fini. Parti, c'est les silences d'Anna, elle avait choisi. Mais rien n'était simple. Depuis qu'elle avait pris la main de Léon, depuis qu'elle avait tourné le dos à Étienne, quelque chose s'était brisé ou libéré. Elle ne savait pas encore. Ce qu'elle savait, c'est que ce choix-là l'avait changée, en profondeur. Et ce changement, elle ne le contrôlait pas encore. Ils marchèrent sans parler, jusqu'à la maison de Léon. Il n'osa pas refermer la porte derrière elle. Il la laissa entr'ouverte, comme pour dire tu es libre. C'était ça, la différence entre eux. Anna s'installa sur le canapé, les jambes repliées sous elle, un verre d'eau entre les mains. Elle tremblait encore, pas à cause de la peur, à cause du vide qui suivait toujours les décisions irréversibles. Léon s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. Il la regardait comme on regarde une femme au bord du précipice, pas pour la retenir, mais pour lui tendre la main si elle choisissait de tomber. Il reviendra, murmura-t-il. Elle hocha la tête. Oui, mais pas tout de suite. Il ne fonctionne pas comme ça. Il attend, il observe, il calcule. Léon baissa les yeux. Tu as vécu avec ça combien de temps? Elle hésita. 10 ans. Il releva les yeux, visiblement blessé. Et moi, j'ai attendu vite. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. C'était trop tôt, trop fragile. Il ne fit rien ce soir-là.
pas même un baiser. Ils s'endormirent dans le même lit, dos à dos, leur respiration hésitante mais en rythme. Deux corps en convalescence, deux âmes en veille. Le lendemain, Anna se leva tôt. Elle avait besoin d'air. Elle partit seule. Arles, à cette heure-là, avait un calme presque sacré. Les ruelles désertes semblaient lui parler. Elle se retrouva devant la maison qu'elle avait connue dans une autre vie, celle où elle avait encore cru qu'être aimée suffisait à aimer en retour. Étienne n'y était pas, mais elle sentit sa présence quelque part, invisible, stratégique. Lorsqu'elle revint à l'atelier, Léon l'attendait avec un carnet à la main. Il avait retrouvé ses anciens croquis, d'elle, d'eux, d'âmes instants volés. Il les lui tendit. Elle les regarda en silence. Chaque trait la ramenait à une époque où elle avait encore un futur avec lui, pas un passé. Léon s'approcha derrière. Elle murmura: Tu es encore là, dans tout ça. Elle ferma les yeux. Je ne sais plus qui je suis. Il posa ses mains sur ses épaules. Alors redeviens. Elle sentit la chaleur de ses paumes, la pression douce. Elle tourna la tête. Leurs visages étaient proches, trop proches pour ignorer ce qui vibrait dans l'air. Elle murmura: J'ai peur. Il répondit: Moi aussi. Mais j'ai plus peur de ne pas essayer. Et cette fois, ce fut elle qui s'approcha. Le baiser fut lent, profond, sans urgence, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu. Il n'était pas charnel. Il était nécessaire. Et dans ce contact, elle sentit une porte s'ouvrir. Mais à peine leurs lèvres s'étaient séparées que quelqu'un frappa à la porte. 3 coups secs. Léon recula. Anna se figea. Elle s'approcha lentement, jeta un œil par la fenêtre. Personne. Mais sur le sol, une enveloppe blanche. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule phrase, en lettres majuscules: Tu crois être sauvé. Tu n'aurait fait que commencer. Elle sentit le sang quitter son visage. Léon lutte par-dessus son épaule. Il se redressa. Sombre. Il joue. Anna recula. Murmura: Il me connaît mieux que moi-même. Léon serra le poing. Mais il ne me connaît pas. Et dans sa voix, cette fois, il y avait une promesse. Pas de vengeance, mais de protection. Partie 8. Les silences d'Anna. Le papier tremblait dans les mains d'Anna. La menace n'était pas explicite. Pas une insulte. Pas une injure. Mais elle était là, tapie dans cette simple phrase. Comme un poison lent, soigneusement injecté. Léon prit la lettre, la relut. Il resta longtemps silencieux. Puis il alla à l'évier, la déchira en fines lamelles et la laissa couler sous l'eau. Lentement, méthodiquement. Il veut t'affoler, dit-il. Il veut que tu te sentes vulnérable. Anna restait debout, les bras croisés, son dos appuyé contre le mur. Elle ne tremblait pas, pas encore. Elle n'avait plus peur d'Étienne, pas comme avant. Ce qui l'effrayait, maintenant, c'était ce que cette guerre silencieuse allait réveiller en elle, car elle se connaissait. Elle savait ce qu'elle était capable d'endurer et de faire. Il ne supporte pas qu'on lui échappe, dit-elle. Léon se retourna, la fixa. Alors on ne lui laisse aucune prise. Elle le regarda, longuement. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, juste une forme d'amour qui avait appris à survivre dans l'absence, dans l'attente, dans l'impossible. Il s'approcha, posa les 2 mains sur ses joues. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as plus rien à lui justifier. Elle ferma les yeux. Puis, dans un souffle: Alors aime-moi. Mais doucement, leurs lèvres se retrouvèrent. Cette fois, il y avait urgence. Mais pas celle du corps, celle de l'âme. Ils s'embrassaient. Comme on s'accroche à la vérité, dans un monde qui ne cesse de la tordre. Ils ne firent pas l'amour cette nuit-là. Ils s'endormirent l'un contre l'autre, nus d'artifice, couverts seulement de la chaleur partagée. Anna avait la tête contre sa poitrine, le cœur enfin au repos. Léon veillait, en silence. Le lendemain, une décision fut prise. Ils quittèrent Arles pour quelques jours. Un gîte perdu dans les collines, au nord. Un ancien moulin réaménagé, isolé, discret. Léon connaissait les propriétaires. Il ne poserait pas de questions. La voiture roulait en silence. Pas de musique, juste le bruit du vent sur la carrosserie. Anna regardait la route défiler, les paysages changer. Et peu à peu, elle sentit quelque chose en elle se relâcher. Loin d'Arles, loin de l'hôtel, loin des menaces, elle redevenait celle qu'elle n'avait pas été depuis des années, une femme en paix. Dans la maison, l'air sentait la pierre chaude, le bois ancien.
Ils passèrent l'après-midi à s'installer, à cuisiner ensemble, à rire même timidement, comme des enfants qui redécouvrent le jeu. Le soir, ils s'assirent au bord du petit ruisseau derrière la bâtisse. Les étoiles perçaient la nuit. Léon prit la main d'Anna, la serra dans la sienne. Il ne disait rien, et tout était là. Mais la paix fut brève. Quand ils revinrent à l'intérieur, une bougie était allumée. Ils étaient pourtant seuls. Léon la regarda. Elle comprit immédiatement. Quelqu'un était venu. Ou pire, quelqu'un les observait. Il éteignit la lumière, fit le tour lentement en silence. Rien ne semblait déplacé. Aucun objet manquant. Aucun bruit. Mais sur la table, posé là, comme une offrande empoisonnée, un nouveau papier. Tu penses pouvoir te cacher de moi? Tu es à moi, même quand tu fuis. Cette fois, Anna ne recula pas. Elle prit la feuille, la chiffonna, la jeta. Dans le feu, Léon l'enlaça, la serra fort contre lui. Il veut nous diviser. Il va échouer. Mais dans ses yeux, elle vit pour la première fois un doute. Pas un doute sur elle. Un doute sur ce qu'Étienne était prêt à faire. Et ce doute-là allait tout changer. Partie 9. Les silences d'Anna. Le feu crépitait doucement, dévorant les derniers mots d'Étienne. Mais dans la pièce, l'air restait glacé. Pas à cause du vent. À cause de cette évidence, il savait où ils étaient. Il avait franchi la distance. Le silence n'était plus un refuge, c'était un piège. Anna s'assit sur le canapé, dos au feu. Léon referma la porte à double tour, tira les rideaux, vérifia les fenêtres. Il agissait sans bruit, avec la précision de quelqu'un qui a déjà vécu ça. Pas la menace physique, non. La guerre lente, psychologique, insidieuse. Celle qui use plus qu'elle ne blesse. Lorsqu'il revint s'asseoir près d'elle, elle avait les yeux dans le vide. « Tu crois qu'il est encore là ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il ne partira pas tant qu'il pensera pouvoir te faire revenir. Elle détourna les yeux vers lui. « Mais je ne veux pas revenir. » Il la regarda. « Il ne t'écoute pas. Il veut seulement gagner. » Et c'était là toute la vérité. Étienne ne se battait pas pour Anna. Il se battait contre la perte, contre l'échec, contre ce qu'elle représentait pour lui, une possession, une preuve sociale, un reflet de réussite. Elle n'était pas une femme dans ses bras. Elle était un symbole dans son musée personnel. Cette nuit-là, ils dormirent peu. Ils firent l'amour pour la première fois depuis son retour, pas avec urgence ni violence, mais avec cette précision tendre des choses retrouvées. Chaque geste était une mémoire réactivée. Chaque souffle, une promesse muette. Leurs corps se reconnurent comme des refuges, l'un pour l'autre, l'un dans l'autre. Et quand, au matin, Anna se réveilla dans les bras de Léon, quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus en fuite. Elle était là, présente, entière. Mais dehors, la pluie avait repris. Un orage lance gris, comme un présage. Léon préparait du café lorsqu'Anna trouva un message sur son téléphone. Inconnu. Elle hésita, puis ouvrit. Une photo. Elle et Léon, endormis, dans le lit, pris à travers une fenêtre. Pas flou, pas de loin, non, clair, cadré, proche. Son sang se glaça. Léon vit son visage, s'approcha. Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui montra. Il prit le téléphone, le serra dans sa main jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il est venu cette nuit. Il nous a regardés dormir. Anna sentit la panique monter, violente, acide. Elle se leva, tourna en rond dans la pièce. Ce n'est plus juste une menace, c'est une invasion. Léon acquiesça. Il a dépassé une ligne. Et c'était vrai. Étienne n'essayait plus de convaincre. Il contrôlait, il surveillait, il traquait. Anna prit une grande inspiration. Il faut aller à la police. Mais Léon secoua la tête. Sans preuve tangible, ils ne feront rien. Une photo, un message sans signature. Ils appelleront ça un conflit conjugal. Elle s'effondra sur le fauteuil, épuisée, écœurée. Puis, doucement, elle redressa la tête. Et dans ses yeux, une lueur nouvelle. Pas de peur, de détermination. Alors on le piège. Léon fronça les sourcils. Comment ça? On le fait sortir de l'ombre. On lui fait croire que je veux revenir, qu'il a gagné. On le confronte à lui-même. Et on enregistre tout. Un silence. Léon la regardait comme si elle venait de franchir un seuil. Elle n'était plus seulement sa muse.
Elle devenait sa propre arme. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête. « Je ne veux plus vivre dans la peur. » Il posa sa main sur la sienne. Et dans ce contact, il y avait une alliance. Pas seulement contre Étienne, mais pour elle, pour eux. Partie 10. Les silences d'Anna. Le plan était simple et terriblement dangereux. Ils allaient piéger Étienne dans sa propre logique, son besoin de dominer, de prévoir, de manipuler. Il ne pouvait pas résister à l'idée d'avoir encore le dessus. C'était sa faille, son talon d'Achille. Anna le connaissait par cœur. Ils passèrent la journée à tout préparer. Léon récupéra un micro miniature, discret, presque invisible. Il connaissait un ami dans le théâtre local, un technicien son qui lui devait un service. Pas de questions, juste un échange rapide, professionnel. Anna, elle, écrivit un message à Étienne. Avec soin. Elle le relut 5 fois. Il fallait que ça sonne juste, qu'il y croie. « Je suis désolée, tu avais raison. Rien ne tient. Je veux te voir. Une dernière fois. Juste nous deux. » Elle l'envoya. Et elle attendit. Les minutes furent longues, trop longues. Elle s'assit sur le rebord du lit, les mains froides, les nerfs à vif. Léon tournait en rond dans la pièce, silencieux, concentré, mais inquiet. Puis le téléphone vibra. Réponse ce soir, 22 heures. L'endroit habituel. Pas de mise en scène. Pas de lui. Juste toi. Elle montra le message à Léon. Il acquiesça. Il mord à l'hameçon. Elle sentit un frisson de terreur. Pas parce qu'elle doutait de la stratégie, mais parce qu'elle connaissait cet endroit habituel. Un parking abandonné à la sortie de la ville. Là où Étienne l'avait emmené. Plusieurs fois, quand il voulait parler en privé. Un lieu de contrôle, de solitude, d'isolement. L'endroit idéal pour faire disparaître quelqu'un, pensa-t-elle sans le dire. Léon la regarda s'habiller. Elle choisit une robe sobre et élégante, mais discrète. Quelque chose qu'Étienne pourrait interpréter comme un signe de respect, de soumission. Il fallait qu'elle joue ce rôle-là, une dernière fois. Il posa le micro juste sous son col, ajusta les câbles, vérifia la connexion. S'il te touche, s'il fait quoi que ce soit. Je suis à moins de 3 minutes, murmura-t-il. Elle hocha la tête. S'il voit que tu es là, il se referme. Il faut qu'il parle. Il l'arrêta, les mains sur ses bras. Promets-moi une chose. Quoi? Que tu ne te perdras pas dans ce jeu, même pour le piéger. Elle le regarda intensément. Je suis déjà sortie de lui. C'est lui qui ne le sait pas encore. À 21h45, elle monta dans la voiture, conduisit seule. Le ciel était noir, la route vide. Chaque virage semblait avaler un peu plus de lumière. Elle arriva à 21h58. Étienne l'attendait, dos à elle, veste noire, posture droite, immobile. Elle s'avança à pas lents. Son cœur battait trop vite, mais son visage restait calme. « Tu es venu, dit-il sans se retourner. Je t'ai dit que je voulais te voir. » Il se tourna enfin. Son regard glissa sur elle. Il cherchait les failles, les doutes. Il sourit, mais ses yeux restaient froids. « Tu regrettes, n'est-ce pas ?» Elle baissa la tête, volontairement. Elle jouait. « Je croyais que c'était différent. Mais rien ne tient. » Il s'approcha, lentement. « Tu pensais quoi? Qu'un homme comme ça pouvait t'aimer? Te comprendre ?» Il s'arrêta devant elle, à quelques centimètres. « Tu es à moi, Anna. Tu l'as toujours été. » Elle leva doucement les yeux. « Pourquoi tu m'as suivi? Pourquoi toutes ces lettres ?» Il rit doucement, un rire sans chaleur, parce que je savais que tu allais faire cette erreur. Il suffit d'attendre. Les gens reviennent toujours, surtout ceux qui sont faibles. Elle ne dit rien. Il s'approcha encore, son souffle contre sa peau. « Tu es mienne, même quand tu m'oublies. » Et là, elle le regarda dans les yeux. Tout son corps tremblait, mais sa voix fut claire. « Non, pas ce soir. » Elle recula d'un pas, puis deux, et dans l'ombre Léon surgit, pas en courant, en marchant, calmement, le téléphone dans la main. Enregistrement actif. La voix d'Étienne venait de tout avouer. Étienne recula, surpris, déstabilisé. « C'est une mise en scène ?» Anna répondit, la voix ferme. « Non, c'est un début. Le tien. » Il fit un geste pour s'approcher, mais Léon s'interposa. Pas un mot, pas une menace, juste sa présence.
Étienne comprit qu'il avait perdu, mais il n'attaqua pas. Il sourit, un sourire dangereux. Vous pensez que c'est fini? Il recula dans la nuit. Ce n'est jamais fini. Et il disparut. Partie 11. Les silences d'Anna. Le retour jusqu'au moulin fut silencieux. Anna conduisait. Léon la regardait parfois, mais ne disait rien. Il savait que les mots, à cet instant, seraient un bruit de trop. Ce n'était pas de la peur qu'elle portait dans les yeux, c'était quelque chose de plus profond, un vertige. Celui de la libération. Parce que lorsqu'on arrache enfin une chaîne trop longtemps portée, ce n'est pas le soulagement qui vient d'abord, c'est le vide. Et dans ce vide, Anna cherchait ce qu'il restait d'elle. Une fois rentré, Léon alluma les lumières. Il s'assura que tout était bien verrouillé, que personne ne les avait suivis. Il savait qu'Étienne ne reviendrait pas cette nuit, pas physiquement. Mais dans l'esprit d'Anna, il rôdait encore. Elle s'assit, près du feu, ses doigts crispés sur une couverture. Léon s'accroupit à côté d'elle. On va tout envoyer. À la police, à ses contacts. Il ne pourra pas nier. Elle acquiesça. Mais elle ne réagit pas vraiment. Ce n'était pas la justice qu'elle attendait. C'était autre chose. Une sorte de retour à elle-même. Je n'arrive pas à me sentir libre. Léon s'assit en silence. Elle tourna lentement la tête vers lui. Tu sais, ce n'était pas qu'une prison. C'était aussi une habitude, une peur domestiquée. Et maintenant, je ne sais plus qui je suis sans ça. Il prit sa main, la serra doucement. Tu es une femme debout, et ça suffit pour commencer. Elle sourit faiblement, puis d'un ton plus doux, presque honteux, reste ce que tu peux rester cette nuit, pas pour me toucher, juste pour m'empêcher de me perdre. Il la serra contre lui, et dans l'étreinte, elle sentit enfin quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un espace en elle qui respirait à nouveau. Les jours suivants passèrent lentement. La plainte fut déposée, l'enregistrement transmis, dames avocats contactés. Étienne ne répondit pas. Il disparut du paysage comme évaporé. Mais Anna savait. Il attendait. Il ne contre-attaquerait pas frontalement, pas tout de suite. Il rangerait ses limites, ses failles, ses faiblesses. Il attendrait qu'elle s'épuise, qu'elle doute. Alors elle décida de ne plus lui laisser d'espace. Elle recommença à se dessiner, à écrire. Elle prenait les petits carnets de Léon, y griffonnait des phrases brutes. Dame bribe d'elle-même, volée entre deux silences. Elle ne cherchait pas à créer. Elle cherchait à survivre par la trace. Léon, lui, peignait à nouveau. Mais ses couleurs avaient changé. Moins d'ombre, moins de contours brisés. Il peignait la lumière, sans le savoir. Il peignait Anna, mais une Anna qu'elle n'avait jamais vue, une version d'elle en devenir. Et chaque soir, ils dormaient ensemble, parfois enlacés, parfois non, mais toujours en paix. Un matin, alors qu'elle ouvrait la boîte aux lettres de la vieille bâtisse, elle trouva une enveloppe brune, anonyme. Elle hésita, son cœur accéléra, mais elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo, vieille, froissée, elle et Étienne. Un dîner, quelque part à Rome. Elle riait, il la regardait, et au dos, écrit à la main, en noir: tu m'as déjà aimé. Tu le referas. Elle sentit un vertige, pas de peur, de fatigue. Elle rentra, posément, sans courir. Elle montra la photo à Léon. Il la regarda, puis, sans un mot, la brûla dans la cheminée. Elle ne l'arrêta pas. Elle ne dit rien, mais quelque chose en elle se ferma définitivement. Ce jour-là, elle entra dans l'atelier. Elle prit une toile vierge, et, pour la première fois depuis des années, elle peignit. Pas Léon, pas Étienne, elle-même, pas comme elle se voyait, mais comme elle voulait être. Et dans cette peinture, elle mit tout: la colère, l'amour, la peur, la liberté, le manque, le sexe, le silence. La fuite. Quand Léon entra et vit le tableau, il ne dit rien. Il se contenta de s'approcher et de poser un baiser lent sur sa nuque. Elle ferma les yeux et sut enfin qu'elle recommençait à vivre. Partie 12. Les silences d'Anna. L'odeur de la peinture séchait dans l'air. Elle s'accrochait au mur, aux vêtements, aux cheveux d'Anna. Cela ne la dérangeait pas. C'était une odeur vivante, une preuve de ses mains salies, de ses heures volées au silence. Elle peignait encore, chaque jour, pas pour Léon, pas pour Étienne, pour elle, pour apprendre à exister autrement que dans le regard des autres. Léon,
de son côté, avait changé de rythme. Il sortait moins, il écrivait, il lisait ses anciens carnets, annotait les marges. C'était un homme qui n'avait jamais vraiment fait le deuil d'Anna, et qui maintenant, avec elle là, vivante, presque entière, ne savait pas comment cesser de la chercher, même dans ce qu'elle lui donnait déjà. Un soir, elle lui dit, allongée contre lui, tu as peur que je reparte. Il ne répondit pas tout de suite, puis, pas physiquement, mais que tu te retires de moi. Intérieurement, elle tourna la tête, elle comprenait. Elle le sentait, elle aussi, cette hésitation au bord du cœur. Cette question constante d'est-ce réel, est-ce durable? Elle prit sa main, la porta à sa poitrine, doucement. Je suis là, et je suis en train de revenir, pas vers toi, vers moi. Il la serra contre lui. Ils s'endormirent dans une chaleur silencieuse. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel. Numéro inconnu. Elle ne répondit pas, mais un message vocal fut laissé. La voix, celle d'Étienne. Tu crois vraiment que ça s'arrête comme ça? Je suis patient, Anna, très patient, et je ne t'ai pas encore dit tout ce que je sais. Elle écouta le message plusieurs fois, pas pour y chercher une menace. Il n'y en avait pas, pas directement, mais un sous-texte glacé. Il jouait toujours. Il voulait la maintenir dans l'incertitude, dans l'instabilité. Elle montra l'enregistrement à Léon. Il écouta en silence. Puis il dit, il a quelque chose. Il garde une pièce du puzzle. Anna fronça les sourcils. Une pièce de quoi? Il réfléchit. De ton histoire, peut-être même de la nôtre. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle rouvrit ses carnets. Elle relut ses lettres, ses croquis anciens. Puis elle se souvint, à Rome, il y avait eu une scène. Une dispute qu'elle avait enterrée. Étienne, un soir, lui avait dit qu'il savait quelque chose sur Léon, qu'il avait vu ce qu'il était vraiment. Elle n'avait pas écouté. Elle avait cru à une tentative de jalousie. Mais si c'était plus? Le lendemain, elle regarda Léon différemment, pas avec méfiance, avec doute, pas sur lui, sur elle, sur ce qu'elle avait voulu oublier. Elle lui posa la question doucement. Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as jamais dit? Il la fixa longtemps, puis il se leva, fit quelques pas, murmura avant que tu partes. J'ai écrit à Étienne. Elle sentit son estomac se contracter. Pourquoi? Il revint vers elle, lentement, parce que je voulais qu'il sache ce que tu vivais. Je pensais qu'en le confrontant, il changerait, qu'il te laisserait. J'ai écrit une lettre, une seule. Je lui ai tout dit, tout ce que je savais, tout ce que je sentais. Elle le fixait, immobile. Et tu ne m'as rien dit? Il secoua la tête. Parce que tu étais déjà parti, et parce que j'avais honte. Elle recula légèrement. Ce n'était pas une trahison, c'était une faille, une cassure ancienne, mais toujours vive. Est-ce ce que c'est pour ça qu'il m'a enfermée, qu'il a commencé à me surveiller, à me couper du monde? Léon baissa les yeux. Peut-être. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se leva, sortit dans le jardin, marcha longtemps dans la nuit. Le vent était doux, la lune pleine. Elle comprenait tout ce qui avait été dit, tout ce qui ne le serait jamais. Elle comprenait qu'on ne sort pas indemne d'un triangle où l'amour, le contrôle et la mémoire s'entrelacent. Quand elle revint, Léon l'attendait. Il ne demanda rien. Elle s'assit près de lui, le regarda. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Il acquiesça. Je n'attends pas ça. J'attends que tu restes. Elle posa sa tête sur son épaule, et dans ce geste, il y avait encore la tendresse, mais surtout une frontière qu'il faudrait apprendre à traverser, lentement. Partie 13. Les silences d'Anna les jours suivants furent étrangement calmes, trop calmes. Léon et Anna vivaient côte à côte, comme deux corps qui savent se reconnaître mais qui, désormais, se méfient un peu de leurs ombres. Ils se touchaient encore, mais plus timidement. Ils s'embrassaient encore, mais comme si quelque chose pouvait, à tout instant, se briser sous la peau. La lettre, le geste ancien de Léon, ce fil qui l'avait relié, sans qu'elle le sache, à Étienne. Anna y pensait souvent, non comme à une trahison, mais comme à un écho de l'homme qu'elle aimait, un homme imparfait, impulsif, humain. Mais l'humanité, après ce qu'elle avait traversé, ne suffisait plus. Elle voulait la vérité, toute, même si elle brûlait. Elle écrivit, chaque matin, chaque soir, d'âme page entière, à lui, à elle.
À Étienne, parfois. Pas pour envoyer, pour comprendre, pour nettoyer ce qui s'était accumulé dans le silence. Un après-midi, elle revint de la poste et y envoyait désormais ses œuvres à une galerie d'Es qui avait repéré ses tableaux sur un compte Instagram ouvert en secret par Léon et elle trouva Léon dans l'atelier. Un carnet ouvert devant lui. Il écrivait aussi, mais à mesure qu'elle s'approchait, elle vit son visage fermé, concentré, inquiet. Elle posa la main sur son épaule. Il leva les yeux. Il est revenu. Elle se figea. Il lui tendit une enveloppe. Pas de timbre, pas de nom. Glissé sous la porte. À l'intérieur une simple feuille. Un extrait de sa propre lettre, celle qu'il avait envoyée à Étienne, 8 ans plus tôt. Avec une annotation au stylo rouge, c'est par toi qu'elle est tombée. N'oublie pas. Anna sentit son souffle se bloquer. Il joue avec toi, maintenant. Léon acquiesça. Il tenait le papier du bout des doigts, comme s'il portait une brûlure ancienne revenue hanter ses mains. Je voulais t'aider. Je ne savais pas qu'il ferait de toi une prison. Anna le regarda. Longtemps. Puis elle dit: Tu ne m'as pas brisé. Tu m'as simplement poussé à faire mes propres choix, même s'ils m'ont mené à lui. Un silence s'installa. Et dans ce silence, quelque chose d'essentiel fut dit. Ce soir-là, elle ne dormit pas à ses côtés. Elle dormit seule, dans la petite pièce du fond, non pas par colère, par besoin. Besoin de se retrouver, nue de tout regard, de tout amour, de toute attente. Elle pleura, pas à cause de Léon, ni à cause d'Étienne. Elle pleura pour la jeune femme qu'elle avait été, celle qui n'avait pas eu la force de dire non, de partir, de crier, celle qui avait vécu dans les marges à moitié. Le lendemain, à l'aube, elle prit son sac, quitta la maison sans bruit, et marcha longtemps dans la campagne. Elle monta jusqu'à une colline, regarda le jour se lever. Elle se sentit vide et libre. Elle alluma son téléphone, le mit en mode enregistrement, et parla, pas pour quelqu'un, pour elle-même. Je m'appelle Anna. J'ai aimé 2 hommes. L'un m'a appris à disparaître, l'autre m'a appris que je savais exister, mais aucun ne m'a rendue complète. J'ai porté des secrets, j'ai fui des vérités, j'ai menti pour survivre. Je ne veux plus. Je veux vivre sans justification, sans peur, avec amour peut-être, mais pas au prix de moi-même. Elle arrêta l'enregistrement, le sauvegarda, puis l'envoya à elle-même. Quand elle redescendit, Léon était dans la cuisine, les yeux cernés. Il s'approcha, ne posa pas de questions. Elle le regarda et dit: Je vais partir quelques jours, seule. Il acquiesça. Tu veux que je t'attende? Elle répondit: Honnêtement, je veux que tu vives. Et si je reviens, c'est parce que j'aurai choisi, pas parce que je dois. Il ne dit rien, mais son regard brillait. Elle l'embrassa doucement, puis elle partit. Partie 14. Les silences d'Anna. Elle partit sans destination précise. Son sac était léger. Quelques vêtements, un carnet, son téléphone, 2 livres, l'un de poésie, l'autre presque vierge, pour y écrire. Elle prit un train régional, puis un bus, puis marcha encore. Elle voulait des paysages qui ne lui rappelaient ni Arles, ni Léon, ni Étienne. Elle arriva dans un petit village niché au pied des montagnes. Un endroit où personne ne la connaissait, où les regards n'étaient pas chargés d'attente. Elle loua une chambre dans une maison d'hôte, tenue par une femme silencieuse au sourire doux. Là, elle trouva ce qu'elle cherchait, le vide. Pas celui qui oppresse, mais celui qui nettoie. Elle dormait seule, profondément. Elle écrivait sans filtre, sans élégance. Elle mangeait sans hâte, sans partage. Elle vivait à son propre rythme. Et plus les jours passaient, plus elle se rendait compte qu'elle ne s'était jamais vraiment appartenue. Pas une seule fois. Pas même avec Léon. Elle l'aimait, c'était vrai, mais elle s'était reconstruite, même là, dans la relation, en réaction à Étienne, en refuge, en compensation. Elle avait encore été la femme de jamais seulement Anna. Un matin, elle se regarda dans le miroir, et pour la première fois, elle ne pensa pas à qui la regardait. Elle ne vit ni beauté, ni fatigue, ni souvenir. Elle vit une femme entière, une femme en mouvement. Elle alluma l'enregistrement qu'elle avait fait sur la colline, l'écouta, puis enregistra un nouveau message, dans le même souffle: Je suis toujours Anna, mais je ne suis plus l'ombre d'une autre. Je ne suis plus à personne, ni à Léon, ni à Étienne. Je suis à moi.
Et c'est le seul amour que je ne trahirai plus. Elle pleura, pas de tristesse, de soulagement. Elle resta encore 2 jours dans le village. Elle peignit sur de petites toiles qu'elle acheta à la boutique locale. Dame portrait sans visage, dame corps sans contour, juste des impressions, dames énergies, dames émotions pures. Quand elle décida de rentrer, ce n'était pas un retour, c'était un choix. Elle prit un train pour Arles, loua une voiture, et revint à la maison de Léon un soir de pluie, presque comme au début. Elle entra sans frapper. Il était là, dans le salon. Il lisait, il leva les yeux, ne sourit pas, ne parla pas. Elle non plus. Ils restèrent là, à se regarder. Enfin, elle avança, lentement. Elle posa ses affaires au sol, s'approcha, et murmura « Je ne suis pas revenu pour continuer. Je suis revenu pour recommencer. » Il la regarda longtemps, puis se leva. Il ne l'embrassa pas. Il posa simplement son front contre le sien, et dit alors on recommence. À zéro. Ils ne parlèrent pas plus. Ils s'endormirent cette nuit-là dans le même lit, mais dans un silence nouveau. Un silence qui n'étouffe pas, qui contient, qui protège. Le lendemain, une lettre les attendait sur le seuil, manuscrite, signée cette fois, Étienne. À l'intérieur, une lettre étrange, ni menace ni regret, un constat, froid, calculé. Tu as gagné, Anna, ou tu crois avoir gagné. Peu importe, je ne serai plus là, mais une partie de toi portera toujours mon empreinte. On ne se débarrasse pas de ce qu'on a laissé entrer, on le transforme, ou on le laisse pourrir. C'est ton choix maintenant, pas le mien. Anna plia la lettre, la jeta dans la cheminée. Elle regarda les flammes la dévorer, et cette fois elle ne trembla pas. Elle regarda Léon, et dit calmement « Je suis prête ». Partie 15. Les silences d'Anna. L'hiver arrivait. Les matinées étaient froides, le givre couvrait les vitres, et la lumière filtrait à travers les rideaux comme un murmure discret. Dans cette maison à demi rénovée, au bord du silence, Anna réapprenait à vivre. Non pas à recommencer mais à continuer. Elle et Léon s'étaient donné un nouveau rythme, plus lent, plus vrai. Ils ne vivaient plus dans l'attente. Ils ne cherchaient plus à réparer. Ils construisaient. Chaque jour, Anna peignait. Dame corps encore, mais aussi des paysages. Dame visage flou. Dame reflet. Dame frontière. Elle exposa pour la première fois à la galerie d'Es. Discrètement, sous son prénom seulement. Les tableaux ne portaient pas de titre. L'un d'eux fut vendu à un couple de touristes allemands. Ils dirent que ça leur rappelait une histoire qu'ils avaient perdue. Anna sourit en l'apprenant. Elle trouvait beau que sa douleur passée puisse devenir un miroir pour d'autres. Léon écrivait, de courts fragments, d'âme pensée. Il ne parlait plus d'Anna dans ses textes. Il parlait de la lumière, de la transformation, de ce qu'on devient quand on cesse de vouloir posséder. Un soir, ils dînèrent dehors, sous les dernières étoiles de l'automne. Léon lui demanda « Est-ce ce que tu as encore peur ?» Elle réfléchit, longtemps, puis dit « Oui, mais je n'ai plus peur d'avoir peur. » Et c'était vrai. Étienne avait quitté l'Europe. Il vivait quelque part en Asie. Elle l'apprit par hasard, via un contact commun. Il n'avait pas refait sa vie, pas publiquement du moins. Il restait silencieux, invisible, mais plus une menace. Elle avait changé de numéro, de nom même, sur certains documents. Pas pour fuir, pour se libérer. Quelques mois plus tard, elle retourna seule à Rome. Non pour y revivre un souvenir, mais pour l'éteindre. Elle s'assit à la même terrasse, commanda le même vin, et regarda les gens passer. Elle n'attendait plus personne. Elle n'espérait plus rien de précis. Et c'était ça, la paix. Elle écrivit une dernière lettre, pas à Étienne, pas à Léon, à elle-même. Tu n'as pas échoué, tu as résisté, tu n'as pas tout dit, et pourtant, tu as parlé. Tu n'as pas toujours aimé juste, mais tu as aimé vrai. Tu es resté debout, même quand personne ne regardait. Tu peux te reposer maintenant, tu peux vivre. Elle signa simplement « Ah ». Elle déposa la lettre sur la table et la laissa là. Puis elle se leva et marcha dans la nuit comme quelqu'un qui ne fuit plus mais qui choisit chaque pas. Pas pour s'éloigner, mais pour avancer. Nous arrivons à la fin de cet épisode.
Si l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite et partagez vos impressions en commentaire. Votre avis est très important pour nous.